Donc bonjour, nous allons aborder le sujet de la vasomotricité. Donc la vasomotricité, c'est la capacité des artères et des artérioles à moduler leur diamètre pour répondre en fait aux besoins des organes en termes de perfusion sanguine. Donc cette capacité à moduler le diamètre va se faire dans deux sens. Soit le diamètre va augmenter, ce qui va donc créer une vasodilatation, ou alors le diamètre va diminuer, ce qui va être une vasoconstriction. Et cette capacité motrice, donc à moduler le diamètre du vaisseau, va mettre en jeu les cellules musculaires lisses, qui sont donc une composante importante des vaisseaux. Donc cette contraction va être régulée par différents facteurs. Les cellules musculaires lisses vont être sensibles aux éléments paracrines, endocrines, mais également aux facteurs sécrétés par le système nerveux central. Et cette contraction des vaisseaux pourra être également sensible à des facteurs physiques comme le flux sanguin, qui va exercer une force sur le vaisseau, et également à la pression artérielle qui va pouvoir également réguler le diamètre. Au cours de cette présentation, nous pourrons voir différents éléments qui nous permettront vraiment de comprendre cette vasomotricité en reprenant dans un premier temps toutes les caractéristiques des différents vaisseaux qui composent le système vasculaire et également en établissant toutes les propriétés des cellules musculaires lisses qui vont être, elles, responsables de cette vasomotricité. Donc le système vasculaire est constitué de veines, dont on ne parlera pas ici, et d'artères dont le diamètre diminue au fur et à mesure qu'on s'éloigne du cœur. Donc pour le système artériel, on définit ainsi les artères élastiques, ici présentes, les artères musculaires, les artérioles et les capillaires. Ce système vasculaire va être constitué pratiquement toujours de la même façon. On va avoir la couche la plus interne ici, donc qui sera directement en contact avec le sang, qui est l'intima, composée des cellules endothéliales. Puis ensuite, nous avons la couche musculaire, appelée la média, constituée essentiellement de cellules musculaires lisses. Et ensuite, nous avons l'adventice, qui est la couche, la tunique d'emballage qui permet de contenir le vaisseau et qui est très riche en fibroblastes et en collagène. Ces différents types de vaisseaux vont avoir des propriétés et ainsi des fonctions différentes qui sont ici répertoriées dans ce tableau. Donc les artères les plus grosses sont les artères élastiques et musculaires, qui vont être très riches en cellules musculaires lisses, alors que les capillaires, eux, en sont dépourvus. De même, les artères élastiques contiennent beaucoup d'élastine et sont peu innervées comparées aux artères musculaires. Les artères élastiques sont également appelées artères de conductance, car c'est elles qui vont distribuer le sang dans l'organisme. Et on pourrait prendre pour exemple l'aorte. Les artères musculaires sont aussi appelées artères de résistance, car elles vont venir contrôler le débit sanguin localement. Contrairement aux artères de conductance, les artères de résistance sont sensibles à la pression et au flux, et cette sensibilité va générer de manière continue un tonus musculaire qu'on va appeler le tonus myogénique. Donc physiologiquement, les cellules musculaires lisses vont générer une contraction continue, c'est leur propriété, et ça qui va donner un tonus au vaisseau. Et cette propriété, cette caractéristique qui est vraiment propre aux cellules musculaires lisses est indispensable pour générer une vasodilatation, car si nous n'avons pas d'état contracté au départ, nous n'allons pas pouvoir relâcher. Or, l'organisme aura besoin, dans certaines conditions, de relâcher et de générer cette vasodilatation. Les cellules musculaires lisses, qui sont donc responsables de cette vasomotricité, se différencient des deux autres types musculaires, à savoir le muscle squelettique et le muscle cardiaque.
Les cellules musculaires lisses sont fusiformes et mononucléées, comme on peut le voir ici sur cette coupe histologique. Leur taille est supérieure aux autres types cellulaires. Elles font 500 micromètres, alors que les cellules cardiaques en font 100 et les cellules du muscle squelettique 30. L'autre caractéristique qui définit les cellules musculaires lisses est l'absence d'organisation des myofibrilles. En effet, sur les coupes histologiques, nous observons une striation et donc une organisation de l'appareil contractile dans les cellules musculaires lisses, squelettiques et cardiaques, alors que cette striation est absente, non visible, dans les cellules musculaires lisses. Et cette observation met en évidence que les cellules musculaires lisses vont avoir des propriétés et des mécanismes de régulation de la contraction différentes des autres types musculaires. Donc les propriétés des différents types des cellules musculaires lisses sont répertoriées dans ce tableau. Et en plus de l'absence de cette organisation de l'appareil contractile, les cellules musculaires lisses se distinguent des autres cellules musculaires lisses par une contraction tonique ou phasique, c'est-à-dire par une contraction maintenue ou longue qui va être responsable, comme nous l'avons dit depuis le départ, du tonus vasculaire. Donc, comme vous l'avez compris, cette contraction basale des cellules musculaires lisses sera responsable du tonus vasculaire. Mais les vaisseaux restent sensibles aux agents contractants, les vasoconstricteurs, qui vont induire la contraction des cellules musculaires lisses et ainsi des vaisseaux. Mais les vaisseaux, dans leur tonus de base, sont également sensibles aux vasorelaxants, les vasodilatateurs, qui vont permettre la relaxation des cellules musculaires lisses. Donc ces substances peuvent être de différentes origines, paracrines, neuronaux, ils peuvent également provenir des terminaisons nerveuses. Et comme nous venons de le dire, ces substances vont avoir une action sur la vasomotricité et donc agir sur le niveau de contraction des cellules musculaires lisses. Donc maintenant, dans le nouveau chapitre que nous allons aborder qui consiste à analyser la vasoconstriction, nous allons identifier tous les mécanismes moléculaires qui vont permettre à la cellule musculaire lisse de se contracter. Donc pour cela, il nous faut dans un premier temps identifier les protéines contractiles spécifiques aux cellules musculaires lisses. L'appareil contractile des cellules musculaires lisses est constitué d'actine, donc l'actine des cellules musculaires lisses, la SMA, donc bien spécifique aux cellules musculaires lisses, et de la myosine, les chaînes lourdes, SMMHC, qui sont également très spécifiques aux cellules musculaires lisses. Et la contraction des cellules musculaires lisses est dépendante du niveau de phosphorylation des chaînes légères de la myosine, la MLC20, donc des chaînes légères de 20 kDa. Ces chaînes légères de 20 kDa doivent être phosphorylées pour générer la liaison actomyosine et ainsi initier la contraction des cellules musculaires lisses. Le niveau de phosphorylation de la MLC20 permet ainsi de réguler le niveau de contraction des cellules musculaires lisses et ainsi des artères. Deux enzymes sont impliquées dans la régulation de la phosphorylation de la MLC20. D'abord une kinase, la MLCK, Myosin Light Chain Kinase, et une phosphatase, la MLCP, ou Myosin Light Chain Phosphatases. La MLCK est une kinase dépendante du calcium. Il est donc nécessaire que la concentration calcique intracellulaire augmente dans les cellules musculaires lisses pour activer la calmoduline. Et le complexe calcium-calmoduline, cation calcium pour une molécule de calmoduline, va activer la MLCK qui peut alors phosphoryler la MLC20 et initier la contraction des cellules musculaires lisses. Cette contraction des cellules musculaires lisses est donc calcium dépendante. Cette augmentation intracellulaire du calcium est donc indispensable pour activer cette voie de signalisation. Et de nombreuses voies vont permettre l'entrée ou la libération du calcium dans les cellules musculaires lisses. Et nous reverrons ces mécanismes
un petit peu plus loin. Si nous regardons simultanément la tension des artères et l'évolution de la concentration calcique intracellulaire, nous obtenons ce type de tracé. Donc en bleu, nous avons l'évolution de la tension et en rouge, l'évolution de la concentration calcique intracellulaire. Donc l'ajout d'un vasoconstricteur induit donc la vasoconstriction, soit une augmentation de la contraction. De manière concomitante, nous observons une augmentation de la concentration calcique intracellulaire. Il existe donc une parfaite corrélation entre l'augmentation de la concentration calcique intracellulaire et la genèse de la vasoconstriction, démontrant donc la dépendance au calcium de la phase précoce de la contraction. Dans le graphe du bas, ici, nous avons une autre représentation de cette contraction précoce avec la relation tension-calcium, où nous observons donc l'évolution de la concentration calcique intracellulaire au cours de la contraction. Mais au cours du temps, ces deux phénomènes se dissocient. En effet, nous pouvons observer que la concentration calcique chute au cours du temps, alors que la contraction des cellules musculaires lisses, elle, reste maximale. Cette observation suggère donc que la contraction des cellules musculaires lisses va pouvoir se maintenir indépendamment de l'augmentation de la concentration calcique intracellulaire. En d'autres termes, cela signifie que les cellules musculaires lisses peuvent maintenir une contraction maximale avec une faible concentration calcique intracellulaire. Et ce phénomène s'appelle la sensibilisation au calcium de l'appareil contractile. Donc cette sensibilisation au calcium est représentée dans ce graphe en bas à droite, où nous retrouvons la courbe tension-calcium, où ici en bleu nous avions la courbe évolution calcium-tension dans la phase précoce, et la courbe rouge, elle, représente le calcium dans la phase de sensibilisation au calcium de l'appareil contractile. Ce qui signifie ici, avec le petit rond bleu, qui reprend cette tension maximum avec la concentration calcique faible, représentée ici, donc nous sommes capables dans ces cas-là de générer une forte contraction avec un niveau de calcium beaucoup plus faible que dans la phase précoce de la contraction. Et c'est ce shift de la courbe bleue vers la courbe rouge qui s'appelle la sensibilisation au calcium de l'appareil contractile. Et ce phénomène de sensibilisation au calcium de l'appareil contractile met en jeu la deuxième enzyme qui régule la phosphorylation de la MLC20, qui est la phosphatase des chaînes légères de la myosine, la MLCP. Cette phosphatase est dépendante de l'activité de kinases, telles que la sérine thréonine kinase, la rhokinase, ou l'APKC. La phosphorylation de la MLCP par ces deux kinases inhibe l'activité de la MLCP, donc l'activité phosphatase, et permet ainsi d'augmenter le taux de phosphorylation de la MLC20, alors que la concentration calcique, elle, n'a pas été modifiée. Donc nous avons une augmentation de la contraction indépendamment de la concentration calcique intracellulaire. Et c'est ça la voie de sensibilisation au calcium de l'appareil contractile. Et cette voie de signalisation est très fortement impliquée dans le tonus vasculaire. Donc voyons maintenant plus en détail ces voies de signalisation. Premièrement, la contraction dépendante du calcium. Donc au repos, la concentration calcique intracellulaire est de 0,1 micromolaire dans les cellules musculaires lisses. Pour augmenter cette concentration, le calcium peut avoir deux origines, soit le milieu extracellulaire, qui contient entre 1 et 2 millimolaires de calcium, et le milieu intracellulaire. En effet, il existe des stocks intracellulaires de calcium dans les cellules musculaires lisses. Le calcium est stocké dans le réticulum sarcoplasmique avec une concentration comprise entre 10 et 15 millimolaires. Comment le calcium peut-il entrer dans la cellule ?
Le calcium va entrer principalement par des canaux calcium présents à la membrane plasmique des cellules musculaires lisses. Et il y a deux types principaux de canaux. Les canaux calcium dépendants du potentiel ou voltage dépendant, qui s'activent par une dépolarisation membranaire. Le deuxième type de canal, ce sont les canaux récepteurs qui, lorsqu'ils fixent leur agoniste, permettent d'ouvrir le canal et laisser entrer le calcium dans la cellule. Concernant la libération du calcium des stocks calciques intracellulaires, le mécanisme majeur qui permet la libération du calcium du réticulum sarcoplasmique met en jeu l'inositol triphosphate ou IP3. Donc, les agonistes vasoconstricteurs vont activer les récepteurs membranaires à 7 segments transmembranaires couplés à des protéines G trimériques. Ceci va permettre d'activer la phospholipase C, qui va cliver le PIP3 en DAG et en IP3. L'IP3 se fixe sur les récepteurs à IP3 présents sur la membrane du réticulum sarcoplasmique et permet la libération du calcium dans le cytosol. Mais comme dit précédemment, cette augmentation de la concentration calcique n'a lieu que dans la phase précoce de la contraction des cellules musculaires lisses. Il existe une deuxième phase qui se définit par un maintien de la contraction maximale avec une faible concentration en calcium intracellulaire. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, cette voie est la voie de sensibilisation au calcium de l'appareil contractile. Cette voie de signalisation met en jeu une protéine G monomérique, ROA, et son effecteur, la sérine thréonine kinase, RHO-kinase. Ces protéines sont activées par des vasoconstricteurs tels que l'adrénaline, l'angiotensine 2, l'endothéline ou encore le thromboxane A2. La stimulation de ces récepteurs active des facteurs d'échange ou GEF, qui sont des activateurs de ROA. ROA se transloque alors à la membrane grâce à un résidu de prénylation. ROA peut alors interagir avec son effecteur principal, la RHO-kinase. RHO-kinase va alors phosphoryler et inhiber l'activité de la phosphatase des chaînes légères de la myosine. Et l'inhibition de cette phosphatase va donc permettre de maintenir de hauts niveaux de MLC20 phosphorylés et donc de permettre la contraction sans aucune modification de la concentration calcique intracellulaire. Donc ce mécanisme est impliqué dans la phase tonique de la contraction des cellules musculaires lisses pour maintenir la contraction des cellules musculaires lisses et va jouer donc un rôle majeur dans le tonus vasculaire. Mais la phosphorylation et l'inhibition de la phosphatase des chaînes légères de la myosine ne se fait pas uniquement par la voie RHO-kinase. D'autres voies peuvent intervenir, comme celle de l'arachidonique, PKC, CPI17. Donc en résumé, nous avons deux voies de signalisation qui permettent la contraction des cellules musculaires lisses et donc la vasoconstriction. 1. La voie du calcium et 2. La voie de sensibilisation au calcium. Grâce à ce schéma, il est intéressant de noter que ces deux voies de signalisation ne sont pas complètement dissociées. En effet, un même récepteur, couplé à une protéine G trimérique, peut à la fois initier l'augmentation de la concentration calcique intracellulaire et activer la voie ROA-RHO-kinase pour maintenir la contraction avec de faibles concentrations calciques intracellulaires. La question que nous pourrions nous poser est pourquoi les cellules musculaires lisses, contrairement aux autres types de cellules musculaires, ont développé ce mécanisme de sensibilisation au calcium. Eh bien, l'explication se trouve dans l'une des propriétés fondamentales des cellules musculaires lisses, qui est, comme on le dit depuis le début de ce cours, la capacité de maintenir une contraction.
Sachant qu'une augmentation prolongée de calcium dans une cellule est toxique, les cellules musculaires lisses ont donc acquis ce système pour développer des contractions toniques avec de faibles concentrations en calcium, donc inférieures à 1 micromolaire, pour que le calcium ne devienne pas toxique à la cellule. Donc comme dit dans l'introduction, le tonus vasculaire est modulable. Nous venons de voir que la vasoconstriction est générée par des agonistes qui activent la contraction des cellules musculaires lisses. Mais à l'inverse, certaines substances vont induire la relaxation des cellules musculaires lisses pour provoquer la vasodilatation. Comme nous l'avons vu dans l'introduction, le tonus contractile des vaisseaux va être sensible à des substances vasoactives comme les vasoconstricteurs, qui va donc mener à la contraction des cellules musculaires lisses. C'était l'objet de ce chapitre. Et d'autres substances vont avoir l'effet inverse sur le tonus vasculaire, qui sont les vasodilatateurs, qui vont entraîner une relaxation des cellules musculaires lisses. Et ce nouveau chapitre va aborder les mécanismes moléculaires qui mènent à la vasodilatation. Donc le plus puissant vasodilatateur synthétisé par l'organisme est le monoxyde d'azote, qui nous servira d'exemple pour comprendre les voies de signalisation impliquées dans la relaxation des cellules musculaires lisses. Alors, comment cette vasodilatation a pu être mise en évidence? Alors ici, vous avez une expérience qui vous retrace la découverte de la vasorelaxation et notamment de la vasorelaxation dépendante de l'endothélium. Donc sur ces tracés, nous avons l'évolution de la tension au cours du temps dans une aorte intacte, en anneau, ou alors une aorte, ici intacte, en strip, donc en bandelette. L'addition de noradrénaline provoque une augmentation de la tension, donc une contraction. C'est la vasoconstriction. Sur cette contraction a été ajoutée des doses croissantes d'acétycholine. Et nous pouvons observer que cet ajout croissant d'acétycholine induit une vasorelaxation, donc une relaxation des cellules musculaires lisses, aussi bien dans les aortes en anneau ou en bandelette. Par contre, si ces mêmes préparations ont été préalablement grattées à l'intérieur, donc du côté luminal, où nous l'avions vu sur la première diapositive, sur la composition, si on gratte l'endothélium, vous pouvez constater que la noradrénaline induit à peu près la même contraction dans les deux types de préparation. Par contre, l'addition d'acétycholine n'a plus d'effet. Nous ne retrouvons plus l'effet vasodilatateur que nous avions sur les anneaux d'aorte ou sur les bandelettes d'aorte intactes. Ceci montre que nous avons enlevé l'élément responsable de la vasodilatation, en d'autres termes, que l'acétycholine active une voie de signalisation dans l'endothélium responsable de la vasorelaxation. Alors, c'est en 1980 que l'endothélium a en effet été identifié comme produisant des substances vasodilatatrices qui ont été appelées EDRF pour Endothelium Derived Relaxing Factor. Et c'est en 1987 qu'Ignarro, Furgot et Murad ont identifié le monoxyde d'azote comme étant un EDRF. Et ils obtiendront le prix Nobel en 1998 pour cette importante découverte. Alors, comment est produit le monoxyde d'azote? Le monoxyde d'azote est produit à partir de la L-arginine avec deux réactions qui permettent de produire la L-citruline et du monoxyde d'azote. Cette synthèse fait intervenir une enzyme,
l'ANO-synthase, ou NOS, dont l'activité est proportionnelle à la biodisponibilité de l'oxygène. Le monoxyde d'azote est un gaz qui peut diffuser dans les milieux biologiques sur une centaine de micromètres. Le monoxyde d'azote possède également une demi-vie très courte. Et toutes ces propriétés vont faire que le monoxyde d'azote va avoir un effet local et transitoire. Il existe différents types de NOS. Il en existe 3. 2 formes constitutives et une forme inductible. Donc, dans les formes constitutives, il y a la noce endothéliale, appelée également ENOS ou NOS3. La noce endothéliale n'est pas soluble et elle est localisée à la membrane des cellules. La deuxième forme constitutive est la noce neurale, ou NNOS, ou encore NOS1. L'expression de cette forme est aussi constitutive. La NOS est soluble et présente dans le cytosol des cellules neuronales du système nerveux central, mais aussi on peut les retrouver dans les neutrophiles ou dans les astrocytes. La troisième NOS, elle, est la NOS inductible et, comme son nom l'indique, c'est une forme dont l'expression est induite. Elle peut être induite par des cytokines et des endotoxines, donc impliquées dans les réponses inflammatoires. Et cette forme inductible se retrouve dans les macrophages. Ces 3 NOS sont codés par 3 gènes différents et ont une homologie de séquence de 50 à 60% avec un poids moléculaire compris entre 130 et 150 kDa. Ce sont des homodimères. Chaque monomère est constitué de 2 régions, un domaine oxygénase en position N-terminale et un domaine réductase en position C-terminale. Et l'interdomaine, donc entre ces 2 régions, contient une séquence de liaison à la colmoduline, qui est indispensable à son activité. Donc il y aura une très haute affinité pour la noce inductible et une dépendance au calcium, par contre, pour la ENOS et la NNOS. Nous avons ici un tableau qui récapitule l'ensemble des propriétés et des caractéristiques des 3 formes de NOS avec les 2 formes constitutives et la forme inductible. Il est également indiqué la dépendance au calcium pour l'activité de ces enzymes et les différents modes de régulation. Ici. Nous remarquerons également que ces différentes hénosynthase vont bien évidemment toutes produire du monoxyde d'azote, mais que les répercussions du monoxyde d'azote produit ne sont pas les mêmes. Le monoxyde d'azote produit par la noce neuronale, ici donc dans le système nerveux, joue un rôle neuromodulateur et dans la plasticité des synapses. Le monoxyde d'azote produit par les cellules endothéliales, donc la ENOS, va donc jouer un rôle important dans les cellules musculaires lisses, enfin au niveau des cellules musculaires lisses, et va avoir un puissant effet vasodilatateur. Mais le NO produit par la ENOS va également avoir des propriétés anti-agrégants plaquettaires. Le NO produit par la INOS, donc ici, est quant à lui impliqué plutôt dans la défense et dans la réponse immunitaire. Le monoxyde d'azote, donc produit par la INOS, est associé à la fonction cytotoxique des macrophages. Donc, au niveau des vaisseaux, c'est surtout la ENOS qui va nous intéresser et dans cette partie du cours, nous allons nous intéresser plus particulièrement à la régulation de l'activité de la ENOS. Donc la ENOS est localisée à la membrane des cellules endothéliales et plus précisément au niveau de petites cavités appelées cavéolées. Pour cela, la ENOS subit une modification post-traductionnelle qui lui permet de recevoir une chaîne lipidique, une myristoylation ou une palmitoylation, permettant l'adressage de la ENOS à la membrane des cavéolés. À l'état basal, la ENOS est également liée à la cavéoline
ici, qui rend la ENOS inactive. Et c'est en réponse au shear stress ou au VEGF ou encore à l'histamine qui vont activer AKT, qui AKT en retour va phosphoryler la ENOS, et cette phosphorylation va permettre la dissociation de la ENOS à la cavéoline, et cette dissociation du complexe cavéoline-ENOS va permettre l'activation de la ENOS. Une autre manière d'activer la noce endothéliale est l'augmentation de la concentration calcique intracellulaire suite à la stimulation de récepteurs couplés à la voie phospholipase C IP3, comme nous l'avons vu dans le chapitre de la vasoconstriction. Donc le calcium va se complexer à la calmoduline et la calmoduline va venir se fixer sur la ENOS. Et la formation du complexe calmoduline-ENOS entraîne la dissociation de ENOS à la cavéoline. Et comme on l'a vu avec la phosphorylation par la voie AKT, la dissociation cavéoline-ENOS va permettre d'activer la hénosynthase. Comment le monoxyde d'azote entraîne la relaxation des cellules musculaires lisses vasculaires? Le monoxyde d'azote est un gaz qui est produit donc par les cellules endothéliales et qui va diffuser dans les cellules musculaires lisses vasculaires. Dans les cellules musculaires lisses vasculaires, le monoxyde d'azote active la guanylate cyclase soluble qui va permettre la production du GMPC. Donc, nous allons avoir une prise en charge du GTP par la guanylate cyclase pour former le GMPC. L'augmentation intracellulaire en GMPC va activer une protéine kinase dépendante du GMPC qui est la PKG. Cette PKG est une sérine thréonine kinase qui peut phosphoryler de nombreuses protéines et ainsi réguler leur activité. Dans les cellules musculaires lisses, le GMPC peut être hydrolysé par des phosphodieestérases ou PDE. Il en existe 7 différentes qui peuvent dégrader soit le GMPC, soit l'AMPC. Cette boucle va permettre de réguler négativement la voie du monoxyde d'azote. Alors, quelles sont les principales cibles de cette voie de signalisation NO-PKG dans les cellules musculaires lisses vasculaires? L'objectif de cette voie de signalisation est de contrer les mécanismes qui mènent à la contraction des cellules musculaires lisses. Par conséquent, la voie NO-PKG va agir sur la voie du calcium et va permettre de diminuer la concentration calcique intracellulaire pour entraîner la vasodilatation. L'autre cible de la voie NO-PKG va être la voie de sensibilisation au calcium de l'appareil contractile. Et l'activation de la PKG provoque une désensibilisation au calcium de l'appareil contractile. Donc nous pouvons reprendre le schéma de la contraction des cellules musculaires lisses que nous avions établi dans le deuxième chapitre de ce cours. Et même si ce schéma peut paraître relativement complexe, il reprend à la fois la voie du calcium et la voie de sensibilisation au calcium de l'appareil contractile. Et en rouge, vous avez tous les effets produits par l'activation de la voie NO-PKG. Et ce qu'on peut voir, c'est que la voie NO-PKG va s'opposer à tous les effets des vasoconstricteurs. Alors ainsi, la voie NO-PKG va diminuer la concentration calcique intracellulaire en favorisant l'extrusion du calcium intracellulaire. Donc le calcium va passer dans le milieu extracellulaire. Ou alors, la voie NO-PKG va favoriser le repompage du calcium du cytosol vers les stocks calciques intracellulaires, donc vers le réticulum sarcoplasmique. De plus, la voie NO-PKG va inhiber la voie de sensibilisation au calcium de l'appareil contractile. En effet, la protéine kinase G
phosphoryle directement la GTPase Rho1 sur la sérine 188. Et cette phosphorylation empêche l'activité de la GTPase Rho1. Rho1 ne peut alors plus se fixer sur son effecteur, la rhokinase. Rhokinase, n'étant pas actif, ne peut pas phosphoryler la phosphatase. Et je vous rappelle que cette phosphorylation de la rhokinase sur la phosphatase est inhibitrice. Donc, si cette phosphorylation ne se fait pas, la MLCP est donc active. Donc, nous allons avoir une déphosphorylation des chaînes légères de la myosine, donc de la MLC20. Si on déphosphoryle la MLC20, nous allons favoriser la relaxation. Donc, comme dit dans l'introduction, le tonus vasculaire est modulable. Nous venons de voir que la vasoconstriction est générée par l'action d'agonistes qui vont activer la contraction des cellules musculaires lisses. Mais à l'inverse, certaines substances vont induire la relaxation des cellules musculaires lisses pour provoquer la vasodilatation. Les points essentiels à retenir de ce cours sont que la contraction est dépendante de deux voies de signalisation, à savoir la voie du calcium et la voie de sensibilisation au calcium de l'appareil contractile. Et la compréhension de ces voies de signalisation est essentielle pour comprendre le développement de maladies vasculaires caractérisées par une modification des propriétés contractiles des cellules musculaires vasculaires telles que l'hypertension artérielle ou l'hypertension artérielle pulmonaire. Et que l'identification de l'ensemble des acteurs qui contrôlent la contraction des cellules musculaires lisses peuvent être de nouvelles sources thérapeutiques, de nouvelles cibles thérapeutiques pour lutter contre ces pathologies. Donc, si ce cours vous a intéressé et que vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter ces références bibliographiques qui sont des revues sur ce sujet. Je vous remercie.